Bonjour à tous. Dans ce livre, vous parlez aussi de l'immigration et des relations familiales. Vous avez dit quelque part dans votre livre, vous avez l'impression parfois d'être étranger. Lorsque je retourne au Cameroun. Oui. Oui. Et pourquoi? Parce que ça, c'est un sentiment que non seulement moi, parfois, je partage, mais je suis sûre que beaucoup d'autres aussi partagent. Est-ce une conséquence aussi Il y a l'immigration, de oui. l'immigration? Vous savez, le chez vous, c'est l'endroit où vous vivez. Si vous vivez en Italie, le chez vous, c'est l'Italie désormais. Car qui côtoyez-vous au quotidien? Quelle mentalité côtoyez-vous au quotidien? Quelle culture côtoyez-vous au quotidien? Ça façonne en vous une autre personne qui est différente de celle que vous étiez en étant dans votre pays d'origine. Lorsque vous y retournez aujourd'hui, vous dites par exemple, ces beignets qu'on fait en route là, il y a la poussière, c'est couvert. Vous t'en as grandi dans ça. De blanc là. Vous t'en as grandi dans ça. On a grandi dans ça, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, vos anticorps ont muté. Si vous mangez ces beignets dans la même poussière, comme vous le faisiez avant, vous tomberez malade tout de suite. Les autres ne le comprennent pas comme cela. Ils pensent que vous vous vantez. Bref. Vantez. Comment dire? Vantez, voilà. Vantez. Vous avez des points de vue, des analyses totalement différents de ceux que vous sortiez avant. Et chaque fois que vous avez votre point de vue, on va vous balancer dans la figure. Ah, ne nous apporte pas tes choses des blancs là. Non, laisse-nous tes choses de blanc là. Finalement, vous sentez étranger. Vous sentez rejeté d'abord, étranger ensuite. Rejeté d'abord. Et puis, une de mes plus grosses souffrances lorsque je retourne au Cameroun depuis 2006, c'est de trouver que ce pays se dégrade de jour en jour. De lire les souffrances sur les visages des gens et de ne pouvoir rien faire. Je ne peux pas dire que vous ne faites rien, parce que votre canal, qui est un canal engagé, il faut le dire, fait beaucoup. Parce que la communication, l'image, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, l'image a une importance. L'image, c'est une arme aujourd'hui. Il faut le reconnaître, les médias sociaux. Mon canal n'est pas aussi puissant que cela, sinon il serait regardé par 10 millions de Camerounais. C'est un début, mais... 1 million par mois, c'est déjà bien. Hein? Petit à petit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Ah, parce que Rome s'est fait. Il y a toujours des travaux partout à Rome. Donc déjà c'est pour ça votre canal, c'est d'arriver. L'immigré est un prisonnier. Il n'a pas, comme je l'avais écrit un jour, ici j'ai le bon papier. Je pourrais même narguer ceux qui n'en ont pas, mais malheureusement je n'ai pas la bonne couleur. Là-bas, j'ai la bonne couleur, pas le bon papier, pas la bonne mentalité. En définitive, d'où suis-je? Nulle part tout simplement. Je suis de nulle part. Et c'est ça, le propre de l'immigré, il est de nulle part. De la diaspora. L'immigré. Vous posez le... Il est de nulle part. Parce que même lorsque j'étais au Gabon et que je retournais au Cameroun, le seul fait de m'exprimer, on se rendait compte que je reviens du Gabon où il y a l'accent. Je te dis que je mange au... Ah, le Gabonais, vous n'êtes plus de chez vous, vous êtes ailleurs. Et dans cet ailleurs-là, on vous dit que vous n'êtes pas de là non plus. Donc, en définitive, vous êtes de nulle part. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance que les gens ne perçoivent pas. Quand j'arrive au Cameroun aujourd'hui, j'adore le pays, mais au bout de 2 semaines, je m'ennuie. J'ai vite fait le tour. Je suis agacé par la mentalité. Je suis agacé par les souffrances. Je me dis, c'est pas possible. Vous vous sentez impuissant. Impuissant. Oui, très impuissant. Ça fait mal. De revoir les amis d'enfance qui sont aujourd'hui, qui paraissent vos grands-pères aujourd'hui, parce que cette souffrance, la vie
le système les arrange. Vous voulez aider chacun. Et vous n'êtes pas Rockefeller, vous ne pouvez pas y parvenir. Ça fait mal. Et eux, ils ne comprennent pas. Vous, bien que vous en Europe, bien qu'ayant un pouvoir d'achat élevé, vous ne pouvez pas subvenir à tous leurs besoins. Vous avez aussi des charges là-bas. Ils ne comprennent pas que pour venir les voir, vous avez dû sacrifier beaucoup de choses, mettre de côté beaucoup d'argent pour acheter le billet d'avion qui est déjà une somme exorbitante. Ils ne vous comprennent pas. Vous essayez de les comprendre, tandis qu'ils ne vous comprennent pas. Bref, c'est un langage de sourds. Et à la fin, c'est beaucoup de souffrance. On repart le cœur meurtri. Je peux me dire qu'en 2016, lors de ma dernière visite au Cameroun, j'avais pris la décision de ne plus retourner tant que ces régimes-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait des émissions politiques que je ne retourne pas au Cameroun, c'est faux. Hein? Les émissions politiques, je les ai commencées en fin 2017. Mais pourtant, cela faisait presque 2 ans que je n'allais pas au Cameroun. J'ai pris la décision de ne plus retourner. Parce que vous vous sentez une puissante force de souffrance déjà, oui. Et parce que vous vous sentez, vous l'avez dit dans votre livre, vous vous sentez étranger dans votre famille. Et beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et ça, c'est la souffrance de beaucoup de nos sœurs et nos frères de la diaspora. Parce que, il faut le dire, parfois on quitte le pays, vous l'avez dit, c'est pas parce qu'on veut quitter le pays. C'est parce qu'on n'a pas de... On cherche un avenir meilleur. Et on se retrouve subitement. Il faut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a le téléphone, mais il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc déjà, la distance a créé ce grand écart entre la diaspora et la famille. Il faut dire que c'est passé après les années. Je me rappelle que pour appeler au Cameroun dans le temps, il fallait mettre, quand j'arrive en France, il fallait mettre en moyenne 50 francs pour pouvoir appeler. Et il fallait aller droit au but quand on appelait. Aujourd'hui, WhatsApp, on passe une journée à discuter. Ça a beaucoup évolué. Hein. Ah oui, ça il faut le dire. Oui. Donc voilà pourquoi pour moi, voilà, l'immigré est un prisonnier. Et un étranger dans sa propre famille parfois. Étranger dans sa propre famille, dans son ancien pays, c'est un étranger. C'est donc quelqu'un d'un peu perdu à la fin. Mais je dis, je suis de nulle part. Et beaucoup d'immigrés, vous certainement, tout comme mon petit Charlie qui est derrière la caméra. Merci Charlie. Merci le grand travail. Le grand travail. Je suis que vous vous sentez également étranger et de nulle part comme moi. C'est un peu pour ça que je vous ai aussi invité, parce que vous êtes non seulement ma voix, mais vous êtes la voix de ceux qui ne peuvent pas parler et la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Comme dit Valsero, c'est lui qui m'a baptisé la voix des sans voix. Hein? Valsero. D'ailleurs, je termine mes émissions avec Valsero qui dit merci à JMTV+, continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse. Donc c'est Valsero qui a baptisé JMTV+, la voix des sans voix. Merci à toi Ferro, j'espère que tu vas bien. Il faut qu'on se parle. Ok. Merci d'être notre voix, Jackie. Et merci de dire tout haut tout ce que les immigrés comme vous, comme moi, ressentent parfois ce sentiment d'être étranger dans sa propre ça fait, on n'a jamais interviewé sur ces questions-là, je le sens. Le cœur est noué, là. Le cœur est noué. Tant mieux. Je passe mon temps à cuisiner les gens. Tant mieux. Là, je vous fais souffrir, là. Je vous fais passer ce que vous faites passer à vos invités. C'est comme si je remuais quelque chose de douloureux. Quoi. De douloureux. Oh. Allez, on ne va pas pleurer. Allez, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Ça va, Jackie? Oui, ça va très bien. Je vous ai demandé, vous êtes tellement fort, je vous admire tellement, et vous le savez. Ah bon? Ah oui, parce que vous portez tellement de choses. Et je me demande comment vous faites pour le supporter. Mon autre prénom, c'est la résilience. Vous savez, lorsqu'on a échappé à la mort déjà environ 5 fois dans sa vie, on ne voit plus ce monde de la même façon. Pour aller au Gabon, quand je quittais le Cameroun il y a 21 ans et 3 mois, j'avais échappé à 2 noyades. Oh mon Dieu. D'ailleurs, c'est écrit dans mon livre. Hein. Je m'étais caché entre les pattes des bœufs et la bouse est tombée sur moi. Le bateau a failli chavirer à 2 reprises. Ensuite, j'arrive en France où vous connaissez je me retrouve en zone d'attente. C'est une prison. Je n'avais jamais fait de cellule ailleurs. Je me retrouve là-dedans.
Ensuite, les autorités françaises m'ont puni parce que j'ai osé dénoncer. Ils m'ont libéré un jour, on balançait dans la nature, il faisait 2 degrés. Je venais du Gabon, il en faisait 40. Je n'avais pas un pull. Hein. Moi, j'ai cru que j'allais mourir, mes doigts ne bougeaient plus. J'ai connu la rue en France, j'ai mangé au restaurant du cœur. Avant de manger au restaurant du cœur, je passais des journées entières sans manger. Je peux vous dire, ça vous façonne. Ça vous façonne. Ensuite, j'ai pu réaliser mon rêve de journaliste. Et en tournant le tout premier documentaire, j'ai tourné les filières africaines de la prostitution, dont l'auteur est Olivier Nogo. J'étais juste journaliste et investigateur. J'ai échappé à deux coups de feu. Oui, on a failli m'assassiner au quartier rouge Amsterdam. C'est la police amsterdamoise qui m'a sauvé la vie. Et le lendemain, à Bruxelles, à la gare de Midi, rebelote. Et j'arrive au Cameroun pour le même documentaire. Je suis séquestré, mon ami est séquestré par feu Suzanne Bombach, pour qui nous sommes en train de salir le Cameroun en tournant ce documentaire-là. Alors qu'à l'époque, les chiffres sont là en matière de prostitution africaine, d'Afrique francophone. Le Cameroun est numéro 1 en Europe en 2005. Donc, nous voulions juste comprendre le pourquoi de ce fléau-là. Et on arrive au Cameroun, est séquestré, passeport retiré 48 heures. Oui. Tout ça qui vous a forgé. Toutes ces souffrances. Ajoutez à cela le décès brutal de mon épouse en 2008. Danielle est la femme qui a fait de moi ce que je suis, car elle était pour moi l'amie, la mère, la sœur et l'épouse. Je peux vous dire que quand j'écrivais mes chroniques, du temps où je travaillais sur Direct 8, j'écrivais mes chroniques, Danielle lisait la veille, me donnait son avis. Et quand j'arrivais au lendemain, mon rédacteur chef me disait « Allez à l'antenne, il n'y a rien à couvrir sur vos chroniques. » Donc, je reviens de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana. 3 jours après, Daniel décède brutalement. Lorsqu'on est jeune, à peine la trentaine, on perd brutalement une personne aussi chère. Je peux vous dire que c'est soit cela vous casse, soit cela vous rend résilient. Et l'année qui suit, c'est ma mère qui s'en va. Tandis que j'ai récupéré ma fille qui est encore mineure, je l'élève seule. Je vous dis que ça fait le jour à notre homme. Hein. Voilà, aujourd'hui, cela aurait pu me casser, mais ce qui ne vous tue pas vous fort. Ah oui. Voilà. Je peux encore le dire ici, une rumeur a circulé fin juin que quelqu'un du régime des Yaoundé voulait m'assassiner par empoisonnement. Est-ce vrai? Est-ce faux? J'en sais rien. J'ai laissé J. Mingolo parler, j'ai laissé Momo Lwaganté parler. Je n'en ai jamais parlé. Je le dis là pour la première fois. C'est qui ne vous tue pas, mon enfant. Si vous m'assassinez, bon, c'est pas grave. Hein. Je suis prêt à aller en enfer si vous voulez. Okay. Et vous parliez tout à l'heure de votre épouse que vous avez perdu très jeune, le mariage de Macron et de son épouse. Ça se retrouve people, quoi. Ouais, ça se c'est vrai. Vous en parlez dans votre livre. On est là pour parler de votre livre et c'est écrit là que Brigitte et Emmanuel n'avaient qu'à bien que se tenir. Hein. Il est écrit là parce qu'il faut le dire. Jackie était mariée à Daniel qui avait 18 ans de plus que moi, même si elle est...